Donc, bonjour, je m'appelle Robin Chintre, je suis en 7e semestre d'anesthésie-réanimation. Et pour ce stage junior, j'ai été encadré par le docteur Arroy. Donc le titre c'est Sésame, rouvre-toi, pardon. Et derrière ce titre, en fait, il se cache. Il se cache en fait le traitement du vasospasme par de la milrinone en intraveineuse. Donc on va partir d'un cas clinique de la réanimation. Une patiente de 39 ans qui a des antécédents de migraine avec aura. Elle présente une céphalée brutale accompagnée de vomissements alors qu'elle est en train de conduire. Elle se gare sur le bas-côté, appelle les secours et puis elle est transportée aux urgences où un scanner cérébral est effectué. Il met en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse suite à une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure. Et à J8, elle présente un vasospasme sonographique et scanographique traité par chimiodilatation par nimodipine et milrinone. Au retour de l'artério, elle a une PVGO2 qui est à 24 mm de mercure et en hypothermie à 34 degrés. Il y a un relais par milrinone IVSE qui est débuté à la dose de 1 gamma kg par minute. Et la PVGO2 passe par la suite à 29 mm de mercure. Et les vélocités sylviennes restent stables au Doppler. Donc, petite question, la milrinone, donc est-ce qu'elle est recommandée pour le traitement intra-artériel du vasospasme? Est-ce qu'elle est recommandée pour le traitement intraveineux du vasospasme? Est-ce qu'elle possède le même mécanisme d'action que la nimodipine? Et est-ce qu'elle possède une demi-vie courte? Alors, on va être assez rapide. Qui pour la réponse A? Qui pour la réponse B? Qui pour la réponse C? Et enfin la D? Ok, donc la seule bonne réponse, c'est la réponse D, elle a une demi-vie qui est courte. Alors, donc les hémorragies sous-arachnoïdiennes, ça touche 4,5 à 28 personnes sur 100 000, d'après un rapport de l'ANASE de 2000. Les complications principales, c'est un ressaignement, une hydrocéphalie aiguë, l'épilepsie, des complications cardiovasculaires et pulmonaires, une dysnatrémie, une ischémie cérébrale et surtout, ce qui nous intéresse, le vasospasme. Donc le vasospasme, il est observable entre le troisième jour et la 4e semaine après l'hémorragie sous-arachnoïdienne, avec un pic surtout entre le 5e et le 10e jour. Il se dépiste de façon clinique par dégradation neurologique, angiographiquement, échographiquement par les Dopplers transcrâniens. Donc le vasospasme angiographique par le scanner injecté, il est visible dans 30 à 70% des cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, alors que cliniquement, il est visible que dans 17 à 40% des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Le vasospasme, en fait, il est lié à la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens de par deux mécanismes. Un mécanisme dû à une contraction prolongée des muscles lisses produit par l'oxyhémoglobine, par action directe et indirecte sur les fibres musculaires, donc plutôt un mécanisme mécanique, et un autre mécanisme, une autre composante, qui est là par contre morphologique, par une hyperplasie de l'intima et une fibrose sous-endothéliale de la paroi, et un épaississement par prolifération des cellules musculaires lisses et accumulation de collagène. Et il y a aussi une réduction de la lumière de ces artères par une accumulation de leucocytes, macrophages et globules rouges. Le processus du vasospasme, il est réversible en 3 semaines si, bien sûr, le patient survit jusque-là. Donc, le traitement du vasospasme, selon les recommandations de 2005 de l'ASFAR, donc, il existe une prévention de ce vasospasme par nimodipine, par correction de l'hypovolémie et d'une anémie possible. Le traitement médical, il repose sur la triple H thérapie, hémodilution, hypervolémie et hypertension. Donc du coup, ce triple H est effectué par des remplissages, une bonne hydratation et des amines vasopressives si besoin.
Et enfin, il y a un traitement endovasculaire par vasodilatateur comme le Nimotop ou la milrinone et par angioplastie percutanée. Donc là, vous avez un exemple de vasospasme. Donc là, vous avez la communicante antérieure avec la carotide ici. Donc on voit le vasospasme ici avec la sécurisation mécanique de l'anévrisme par des coils. Et après injection intra-artérielle de milrinone, on voit qu'il y a un bénéfice de ce médicament sur le calibre de l'artère. Donc la milrinone, c'est un inhibiteur de la phosphodiesterase qui augmente aussi le flux de calcium intracellulaire. C'est un inotrope positif et un vasodilatateur direct qui est habituellement prescrit dans le cadre de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc il a une demi-vie assez courte, d'environ 2 heures, et une élimination qui est urinaire. Du coup, son mécanisme d'action, il est différent des bêta-2 des bêta-2 et de la bradykinin ou des autres vasodilatateurs qui, eux, en fait, permettent la formation de CAMP et de CGMP qui permettent une vasodilatation des vaisseaux. Et en fait, ces produits, CAMP et CGMP, ils sont inhibés par la phosphodiesterase 3. Et c'est là qu'intervient la milrinone. La milrinone, elle inhibe cette phosphodiesterase 3 et permet une vasodilatation des vaisseaux. De plus, elle permet également une diminution du calcium intracellulaire en favorisant son excrétion ou son introduction dans le réticulum sarcoplasmique. Donc du coup, la question qui se pose, c'est puisque la milrinone a une demi-vie assez courte, est-ce que le bénéfice de l'injection en intra-artérielle est poursuivi dans le temps, et est-ce que l'introduction en intraveineux au long cours ne permettrait pas de garder ce bénéfice plus longtemps et donc de retarder ou voire permettre de supprimer un retour en artériographie. Donc il y a une première étude de 2008 qui a proposé un protocole chez 72 patients en prospectif, avec d'abord une injection de milrinone en intra-artérielle de 8 mg en 30 minutes dans l'artère principalement atteinte, avec une opération qui peut être répétée une seconde fois si le vasospasme n'est pas suffisamment levé, et en sachant que s'il y a plusieurs sites atteints, l'injection peut être faite sur plusieurs territoires avec une dose maximum de 24 mg. Et si il y a un échec après ces 2 tentatives, il y a une angioplastie mécanique qui est réalisée. Puis la milrinone est poursuivie en IVSE de 0,5 gamma-kilo-minute à 1,5 gamma-kilo-minute jusqu'à la fin de la période à risque, soit au 14e jour. Donc du coup, sur la première injection intra-artérielle, on retrouve une augmentation du diamètre de l'artère spasmée chez 53 des 72 patients ayant bénéficié de ce protocole. Et puis, une fois la milrinone IVSE mise en route, il y en a 5 qui ont nécessité une deuxième procédure, dont 2 qui ont uniquement bénéficié d'une seconde injection intra-artérielle de milrinone. Et le retour en artériographie, il était déclenché par un angioscanner où le vasospasme était suspecté suite à une dégradation neurologique ou des Doppler transcrâniens normaux. Et donc du coup, on se demande comment agit sur la circulation cérébrale cette milrinone, si elle permet d'augmenter notamment les débits ou de les réduire sur le Doppler transcrânien. Donc ça, il y a une étude qui a été faite avec 27 patients, 12 patients qui étaient traités par hypertension seule et un autre groupe de 15 patients qui étaient traités par milrinone et hypertension de juin 2016 à juin 2018, avec des Doppler transcrâniens qui étaient effectués à T0 avant l'instauration de la thérapie, à T1 45 minutes après et à T2 90 minutes après. Et en fait, on retrouve donc le groupe de la noradrénaline seule au niveau des vitesses sur le Doppler moyenne sur les Doppler transcrânien, il reste assez similaire, et en effet sur l'interprétation il n'y a pas de différence significative entre les 3 mesures.
Par contre, ce qu'on retrouve, c'est au niveau des vitesses des Doppler chez les patients sous milrinone et hypertension induite, il y a une diminution des vitesses avec une différence statistique entre la deuxième mesure et la mesure initiale. Par contre, il n'y a pas de différence significative retrouvée entre la première et la mesure initiale. Et si on compare du coup ces mesures avec la PAM, on se rend compte que chez les patients sous noradrénaline, donc la PAM a bien réussi à être augmentée avec des PAM objectivement différentes à chaque temps des mesures. À chaque temps des mesures. Et chez les patients sous milrinone plus hypertension, on retrouve une diminution de la PAM, notamment sur la dernière mesure, celle qui est également significative. Du coup, on remet en perspective un peu cette diminution des vitesses, où on aurait pu se dire que c'était grâce à l'augmentation du calibre des vaisseaux par la milrinone, mais on voit qu'en parallèle, on a aussi une PAM qui diminue. Donc on se pose un peu des questions sur l'origine de cette diminution des vitesses. Excuse-moi, c'est bon ? Donc, par la suite, il est comparé en 2021 sur une étude observationnelle monocentrique. Il est comparé sur le point de vue clinique et réhabilitation des patients à 6 mois entre deux groupes de patients, entre l'hypertension seule ou la milrinone et l'hypertension induite, sur une étude rétrospective avec deux échantillons, un entre avril et décembre 2014 où dans cet établissement les patients étaient traités par hypertension seule, et un autre entre juin 2018 et janvier 2020 où les patients étaient traités par milrinone et hypertension induite. Donc là, on voit le flowchart. Donc il y a 190 patients dans le groupe milrinone plus hypertension induite. Donc ils introduisaient en fait le traitement une fois l'anévrisme sécurisé et le vasospasme suspecté sur les Doppler avant de passer à la première artériographie. Ils attendaient juste que la PAM soit entre 100 et 120 mm de mercure, et ils démarraient ensuite la milrinone comme le protocole que je vous ai présenté précédemment, un départ de 0,5 gamma km/min, puis monter jusqu'à 1,5 gamma km/min si le médicament était bien toléré. En cas de mauvaise tolérance, il y avait une diminution par palier de 0,5 gamma km/min jusqu'à l'arrêt. Et dans l'autre groupe, en fait, il n'y avait que traitement du vasospasme par l'hypertension induite. Et donc, du coup, ils mettent en évidence une échelle modifiée de Rankine à 6 mois inférieure à 2, qui est plus importante dans le groupe traité par milrinone et hypertension induite que dans le groupe hypertension seule, avec une différence significative. Ils mettent en évidence plus d'ischémie séquelaire dans le groupe hypertension induite que dans le groupe milrinone plus hypertension. Je précise, ischémie due au vasospasme. Et enfin, il y a moins d'artériographie nécessaire ou d'angioplastie percutanée à la phase initiale du traitement, dans le groupe milrinone plus hypertension que hypertension seule. Et enfin, moins d'angioplastie de secours dans le groupe milrinone que dans le groupe hypertension seule. Mais donc on voit qu'il y a eu quelques arrêts prématurés de la milrinone, on en voit les causes. Donc une hypertension non atteinte malgré de bonnes doses de noradrénaline, un niveau de troponine élevé, des arythmies et des comment ?
Alors, excusez-moi. Ouais, merci. Donc du coup, toujours pareil pour ces différentes études, et notamment cette dernière étude Minerispasme, qui est une étude rétrospective à faible niveau de preuve, même si les résultats trouvés sont quand même plutôt alléchants, je dirais. Par contre, là où c'est pas très clair dans le papier, c'est les indications de procédures endovasculaires qui sont pas connues, qui sont réservées à la discrétion des praticiens et des neuroradiologues interventionnels. Il montre du coup un dosage de minurinone choisi qui nécessite des doses assez élevées de noradrénaline, avec même une nécessité d'arrêt de la minurinone chez certains patients. Et du coup, il est nécessaire, pour confirmer ces résultats, de réaliser des études à plus haut niveau de preuve. Un autre point de vue, c'est une autre étude rétrospective qui est portée sur 2 centres. Un centre interventionnel sur le vasospasme et un second qui est non interventionnel. Donc les stratégies, c'est que dans le premier centre, il n'y a qu'une hypertension induite qui est réalisée dans le traitement du vasospasme avec de la noradrénaline en continu, pas d'angioplastie, pas de minurinone. Dans le centre 2, ils font une angioplastie par ballon percutané et ensuite ils injectent de la minurinone en continu en intraveineux jusqu'à 1,5 gamma-kilo-minute avec une noradrénaline pour un objectif de PAM supérieur à 90. Donc l'injection, elle se fait juste après l'angioplastie, jusqu'au 15e jour après le vasospasme, avec des dopplers transcrâniens réalisés 2 fois par jour, et un angioscanner réalisé si les dopplers transcrâniens sont anormaux ou s'il y a une aggravation neurologique. Et là, au niveau des bénéfices, ils ne retrouvent pas de bénéfice de la minurinone plus l'angioplastie par ballon par rapport à l'hypertension induite seule. Donc la question qui se pose, c'est le biais de sélection entre ces 2 différents centres qui n'ont pas du tout les mêmes populations. Et puis quand on connaît un peu l'étude, en fait, on apprend que le centre 2 en fait, est le centre de référence pour les angioplasties du centre 1. Donc est-ce qu'il y a eu des transferts de patients graves du centre 1 vers le centre 2 sans qu'on soit vraiment informé dans le papier voilà. Donc ensuite se pose la question du mode d'administration de la minurinone. Il y a un papier qui est sorti en 2018 où on teste, en fait, on compare l'injection intra-artérielle plus IV de la minurinone entre novembre 2004 et novembre 2007 contre IV seul de novembre 2011 à février 2015. Donc en intra-artériel plus en intraveineux, on avait le droit à un bolus de 8 mg de minurinone en 30 minutes, puis 1 gamma-kilo-minute en IVSE pendant 14 jours, et avec une angioplastie effectuée si échec de vasodilatation après 2 bolus de minurinone. Donc là ensuite on a le protocole de la minurinone seule, donc après sécurisation de l'anévrisme et dépistage du vasospasme, on élevait la tension à l'aide de noradrénaline, on maintenait une volémie, puis on introduisait la minurinone à 1 gamma-kilo-minute et avec une réduction de 0,5 gamma-kilo-minute si jamais c'était mal toléré. Un angioscanner était réalisé en systématique à 7 jours de traitement par minurinone IVSE et était fait plus précocement si la clinique ou les dopplers transcrâniens montraient une détérioration. Et donc du coup, le bilan à 7 jours, s'il y avait une amélioration clinique et radiologique, la minurinone était arrêtée en 48 heures. S'il y avait une dégradation clinique et radiologique, il y avait une angiographie qui était réalisée avec une procédure intra-artérielle. Et si on avait seulement une amélioration clinique, la minurinone était poursuivie pour 7 jours de plus, soit 14 jours au total. Donc du coup, la différence entre ces 2 groupes, donc dans les segments spasmés du groupe intra-artériel plus intraveineux qui était à 52 au total, il y en a 37, 71% qui ont été dilatés de façon satisfaisante. Dans le groupe intraveineux seul, il y avait 194 segments spasmés, et il y en avait 125, soit 64%, qui étaient dilatés de façon satisfaisante.
Après analyse, en fait, ils ne retrouvent pas de différence significative entre les deux groupes, et pas non plus de différence significative pour une seconde angioplastie dans les deux groupes. 17% dans intraveineux plus intra-artériel contre 18% en intraveineux seul. Ce qui nous laisse penser que peut-être on pourrait se passer des gestes intra-artériels et leurs conséquences pour de la milrinone seule en IVSE, mais ça reste à discuter. Donc du coup, on voit que dans ces différentes études, l'efficacité clinique de la milrinone en intraveineux est inconstante, mais plusieurs études rapportent quand même un moindre recours à des procédures endovasculaires et un bénéfice neurologique clinique à 6 mois sur des ranking scores inférieurs à 2. Ici, à Bicêtre, on a par habitude de réaliser une procédure endovasculaire si l'hypertension induite est insuffisante. Mais on place une possible, pour certains cas, le relais par milrinone en IVSE. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la milrinone, comme on a pu le voir, elle provoque des arythmies, elle provoque des hypotensions, donc elle nécessite un monitorage hémodynamique assez complet et donc une surveillance dans des services de soins continus pour la mise en place de son traitement par IVSE. Et du coup, bien sûr, toutes ces études sont quand même à faible niveau de preuve et demandent la réalisation d'études de plus haut niveau de preuve, notamment randomisées.